camarades, bonjour Hamimoun. On a une deux appareils à Katsuruja. Donc, bonjour Hamimoun, Léo, la cinéma de livre, c'est important. Il y a reçu le canal le 20 jusqu'au 22, canal forum. Il y a reçu énergie, il y a des réformes, il y a reçu son électrique par rapport à la développement énergétique. Donc, Léo, Rimtran Ivan, il est dans la son électrique. Il est déjà fait des résultats à nous, à notre forum. Les questions vont durer 30 minutes maximum. Après, il y a une intervention déjà. Je vous remercie. Salam alaikum. Donc, comme indiqué Sagaf, on va d'abord faire un statut sur le forum, qu'est-ce qui s'est dit. Ça va définir les perspectives de la Sonelec. Et ensuite, on fera un état des lieux, puisque ça fait à peu près 3 mois, la dernière fois qu'on s'est vu. Qu'on a, je pense que vous devez avoir des questions sur où est-ce qu'on en est, sur la distribution, sur la production. Donc on fera un bref statut et on enchaînera avec une demi-heure, 40 minutes maximum de questions. Donc démarrons avec le forum. Donc qu'est-ce qui s'est dit pendant le forum? Donc, tout d'abord, on a réuni à peu près une centaine de personnes pour faire l'analyse et réfléchir aux difficultés que connaît la Sonelec et quelles sont les solutions qui doivent être mises en place pour pouvoir en sortir. Ça va donner lieu à différentes activités qui vont de l'analyse de l'outil de production, donc intégration des énergies renouvelables, la modernisation du réseau électrique, donc les mini-réseaux, l'analyse des états financiers, quel est notre état de dette, nos différentes créances, comment on finance le carburant, la situation commerciale, la tarification en vigueur, la lutte contre la fraude, les ressources humaines, comment on forme les gens, quelles sont les performances de nos ressources humaines, et la gouvernance de la société, le conseil d'administration, les contrats de performance. Donc l'ensemble de ces sujets ont été discutés durant le forum et ont fait l'objet de propositions de réforme, d'évolution et d'action. Et c'est ce que je vais vous présenter ici. D'abord, la feuille de route technique. Je pense que c'est important, avant de démarrer, qu'on comprenne quelque chose qui, dans l'imaginaire des gens, peut prêter à confusion et peut induire en erreur. C'est-à-dire, quel est le besoin annuel de l'énergie au commun? Aujourd'hui, notre pays a besoin de 29 MW. Donc ça, c'est la charge, la puissance dont le pays a besoin pour pouvoir fonctionner. Lorsque on produit en thermique, on a 70% de disponibilité de l'outil de production. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, notre production en thermique est de 17 MW. Le solaire, accouplé avec les batteries, c'est 35% de disponibilité. C'est ce qui paraît normal étant donné que le solaire produit en journée, à partir de 18h, il n'y a plus de production, on doit s'appuyer uniquement sur les batteries. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on produit 15 MW de solaire. En termes d'énergie, qu'est-ce que ça représente? Donc, le besoin d'énergie du pays, c'est 254 gigawattheures par an. Aujourd'hui, on est capable de produire 104 gigawattheures par an en thermique et 46 gigawattheures par an en solaire. D'accord? Ce qui veut dire qu'à l'heure actuelle de notre production, il nous manque à peu près 104 gigawattheures par an pour pouvoir alimenter 24 heures sur 24 le pays sans interruption. Nous devrions être en capacité d'atteindre ce besoin, de compenser ce besoin de 104 gigawattheures d'ici le premier trimestre 2027. Puisqu'il y a différents projets qui sont en cours d'installation de nouvelles centrales, de renforcement de capacité de production également en thermique. Donc l'objectif, c'est que d'ici premier trimestre 2027, nous soyons en mesure de produire l'intégralité de l'énergie nécessaire pour faire fonctionner le pays, tout en tenant compte des besoins futurs. Pour pouvoir ce faire, ce qui est prévu, c'est la feuille de route technique suivante. Aujourd'hui, on a fait des choix de production thermique
qui sont extrêmement coûteux. Donc, on utilise ce qu'on appelle des groupes rapides à 1500 tours par minute. Et ces groupes rapides à 1500 tours par minute, aujourd'hui, d'ici la fin de l'année, nous en aurons 21 en fonctionnement. Ces 21 groupes en fonctionnement, c'est extrêmement coûteux à maintenir. Entre 2025 et 2026, nous allons dépenser 1,9 milliard pour pouvoir faire les révisions des groupes. En 2027, le besoin il sera de 3 milliards 140 millions pour pouvoir entretenir ces groupes, faire les révisions adéquates, acheter les pièces qui vont bien. En 2028, c'est 3 milliards 6 qu'il faudra. Ce qui veut dire que sur les 3 prochaines années, entre maintenant et 2028, il faut 8 milliards 7 pour pouvoir maintenir, on parle de uniquement maintenir l'outil productif. C'est vous dire à quel point c'est coûteux. Les choix techno qu'on a fait, les choix technologiques, l'utilisation des groupes thermiques à vitesse rapide, c'est un choix extrêmement coûteux. Et pourtant, compte tenu de la situation géographique de notre pays, nous sommes obligés de maintenir une production thermique. Puisque nous ne pouvons pas compter que sur le solaire. Nous avons une météo beaucoup trop changeante pour pouvoir relayer uniquement sur le solaire. Pendant la saison des pluies, nous devons être en mesure de prendre le relais du solaire avec une production thermique. Donc il faut maintenir cette capacité. Donc comment on compte faire pour pouvoir maintenir cette capacité? Et ça, c'est une des problématiques à traiter. L'autre problème technique, c'est le réseau de distribution. En fait, le réseau de distribution, c'est-à-dire le réseau électrique qui permet d'amener l'énergie à l'ensemble de la population, aujourd'hui, il est utilisé comme un réseau de 1980. C'est-à-dire qu'il est utilisé avec des interrupteurs manuels. D'accord ? Donc, c'est des personnes en voiture qui circulent à travers le pays pour pouvoir manipuler le réseau. Donc, ce qui veut dire qu'on est dépendant des hommes, mais on est aussi dépendant des voitures et dépendant du trafic. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'il y a un défaut quelque part, ce défaut se propage jusqu'à la centrale. Ce que vous observez actuellement, contrairement à ce qui se passait dans le passé, ce ne sont pas des délestages. Les coupures que vous observez, ce ne sont pas des actions volontaires de la Sonélec de couper l'électricité. Ça peut être une chauve-souris qui rentre en contact avec un fil, ça peut être une branche, ça peut être une mauvaise manipulation d'un opérateur. Et c'est ce qui fait que toute la centrale va se mettre en arrêt de sécurité. C'est ce que nous appelons les déclenchements. Donc la centrale se met en arrêt pour préserver les moteurs. La problématique, c'est quoi? C'est que lorsque ce type d'incident arrive, on ne peut pas juste redémarrer la centrale. On est obligé de parcourir le réseau, d'ouvrir chaque interrupteur, de redémarrer la centrale et ensuite de fermer chaque interrupteur. Donc ça peut prendre du temps. Donc il y a des coupures qu'on arrive à gérer en quelques minutes, mais il y a des coupures qui peuvent durer, voire même plusieurs heures. Donc ce n'est pas une coupure volontaire, c'est que nous sommes en train de faire ces fameuses manœuvres pour remettre l'électricité. Et ça, c'est une des grosses difficultés que nous avons actuellement. L'autre difficulté, c'est que le réseau est vieux, inadapté à ce qu'on souhaite faire maintenant. Il a été conçu à une époque où on avait une centrale ou deux centrales. Aujourd'hui, les lieux de production ont été démultipliés puisqu'on produit du solaire. À Ouachili, on produit du solaire. À Innovant Nord, à Mitsamemouli, on produit du solaire. À Fongouni, d'accord, on a une centrale thermique. À Voadjou, une centrale thermique à Itsambouni. Et c'est la même chose dans les autres îles. On est en train de décentraliser la production. Et cette injection d'énergie supplémentaire met notre réseau en difficulté. Vous avez pu observer ces dernières semaines, ces derniers mois, notamment sur septembre, octobre, une augmentation de ces interruptions de petite durée. Et bien c'est dû justement au réseau qui est instable. Et lorsqu'on injecte cette énergie supplémentaire, on se retrouve dans une situation où le réseau ne supporte pas et donc déclenche, et donc on est obligé de faire ces ajustements. Donc qu'est-ce qu'on compte faire pour pouvoir résoudre ces problèmes? Les solutions qui ont été préconisées
par le forum sur la partie production, c'est un accompagnement budgétaire de l'État pour les révisions. Vous avez vu, il y a 8 milliards à investir sur les 3 prochaines années. La société étant encore déficitaire, il est compliqué, extrêmement difficile pour nous de pouvoir injecter 8 milliards dans les révisions. Il faut basculer progressivement vers des groupes électrogènes de 3 MW, semi-rapides ou à vitesse forte, c'est-à-dire changer les groupes thermiques qui aujourd'hui coûtent beaucoup trop cher à entretenir pour aller vers des groupes de 3 MW, ce qui nous permettra aussi de réduire le nombre de groupes. Il faut renforcer le mix énergétique. Actuellement, on a 16% de l'énergie injectée dans le réseau qui est produite par le solaire. L'objectif, c'est d'arriver à 60% d'énergie renouvelable. Il faut étudier la possibilité d'utiliser des groupes électrogènes fonctionnant au gaz. Donc c'est du thermique, mais avec une source différente. Des groupes au gaz. Donc on va lancer ces études. Basculer vers la géothermie dès que possible. La géothermie est sans doute l'énergie, la solution énergétique avec le rapport coût le plus intéressant pour les Comores. Donc, les études sont en cours, on espère pouvoir commencer à l'utiliser à partir de 2030-2031. En tout cas, c'est les plannings qui sont aujourd'hui avancés. Faire financer le développement de la production par le secteur privé. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les fonds des bailleurs sont mis dans la production. C'est-à-dire qu'on construit des nouvelles centrales qui sont financées par la Banque mondiale notamment. Cela a été un choix qui était nécessaire parce qu'on avait des difficultés de production, mais vous vous rendez bien compte, on se rend bien compte qu'on a également des difficultés de réseau. Or, il n'y a pas d'acteurs privés disposés à venir investir dans le réseau. Le réseau, ça ne rapporte pas, c'est un coût. Or, il y a des acteurs privés qui sont prêts à produire de l'énergie pour nous, comme le fait Innovent par exemple, et à nous le vendre. Donc, la recommandation qui a été faite, c'est que les fonds des bailleurs, on les utilise plutôt dans le réseau et on ouvre notre marché de production à des investisseurs privés, comme Innovent par exemple. Donc il y a une autorité de régulation de l'électricité, du marché électrique qui a été mise en place. Le DG a été nommé il y a quelques semaines de cela. C'est dans cette perspective-là. Les solutions qui sont préconisées par le forum sur le réseau. Donc, comme je vous disais, c'est orienter les financements publics vers la modernisation du réseau et puis mettre en place une centrale de distribution en urgence pour absorber la puissance nouvelle qui est produite par le solaire et celle à venir. Aujourd'hui, nous ne disposons pas d'un centre qu'on appelle de dispatching. C'est-à-dire que vous avez différents points de production. Cette énergie, une fois produite, il faut l'amener là où on en a besoin. Et bien ça, ce qui aiguille l'énergie, c'est ce qu'on appelle un centre de dispatching. Aujourd'hui, nous n'en avons pas. Et donc nous mettons en œuvre tout ce qu'il faut pour le mettre en place, pour qu'on puisse utiliser l'énergie solaire là où on a besoin d'électricité. Comment on compte faire tout ça? Le planning. Donc le planning associé, la révision des groupes qui sont actuellement en service. Ceux qu'on utilise actuellement, on va continuer à faire ces révisions de 2026 jusqu'à 2028. La mise en œuvre des nouvelles centrales solaires de la Banque mondiale et de Masdar. C'est prévu pour le 3e trimestre et le 4e trimestre de 2026. La mise à niveau des centrales thermiques. L'objectif, c'est qu'au 4e trimestre 2027, on ait des centrales, une production thermique qui soit moins coûteuse. L'intégration progressive des groupes semi-rapides de minimum 3 MW, donc ça va se faire entre 2027 et 2030. L'objectif, c'est que fin 2030, nous ayons 16 groupes semi-rapides, ce qui va représenter une puissance de production d'environ 50 MW.
La modernisation et la mise aux normes de l'architecture du réseau, on le démarre dès l'année prochaine et ça va nous prendre minimum 2 ans, parce que c'est un travail titanesque, il y a beaucoup de choses à faire sur le réseau. La mise en place de la téléconduite du réseau. La téléconduite, qu'est-ce que c'est? C'est justement le fait de remplacer la gestion du réseau qui se fait comme dans les années 80 avec quelqu'un en voiture par du pilotage à travers un ordinateur et des choses qui sont des commandes qui sont automatisées. Et la géothermie qu'on espère pouvoir utiliser à partir de 2030. Donc ça, c'est sur la partie production. Intéressons-nous à ce que le forum a recommandé sur la partie commerciale. Mais avant ça, quelle est notre situation actuelle d'un point de vue commercial? Aujourd'hui, à Gazidja, nous avons 12 agences, 15 points de vente, 10 concessionnaires. En juin, nous avons 19 agences et à Moli, nous avons 3 agences. Lorsqu'on regarde notre situation commerciale, on voit que 92% de chiffre d'affaires ici à Gazidja qui est réalisé par uniquement 10 opérateurs. Et sur les 10 opérateurs, c'est 4 concessionnaires. Donc il y a une stratégie commerciale à ajuster en augmentant le nombre de concessionnaires et en baissant les points de vente, puisqu'on voit bien que les points de vente ne sont pas rentables. On a 60% de notre chiffre d'affaires qui est réalisé à Moroni, dans l'agence de Moroni. C'est un risque énorme, puisque ça veut dire que à Gazidja, si on a un problème d'accès à l'agence de Moroni, 60% de notre chiffre d'affaires disparaît. Donc ce qui a été décidé, c'est d'ouvrir une autre agence sur Moroni, qu'on a appelée Agence de Moroni Sud, et on espère pouvoir faire ceci dès 2025. Les travaux sont déjà engagés. Aujourd'hui, la tarification ne prend pas en compte la typologie du client, c'est-à-dire que vous soyez un industriel ou que vous soyez un particulier, vous payez de la même manière. Donc, il y a une réflexion à faire autour d'une tarification qui soit beaucoup plus adaptée et par catégorie de clients. Donc, c'est des travaux qui doivent être menés à partir de 2026. Le taux de recouvrement, il est aux alentours de 70%, c'est-à-dire que par rapport à l'énergie qu'on fournit, on arrive à facturer uniquement 70%. Donc, on doit mettre en place des actions pour augmenter ce taux de recouvrement. Dans les pays de l'OCDE, le taux de recouvrement, il approche les 95-96%. Donc, qu'est-ce qu'on compte faire? Donc, première chose, c'est on va mettre en place un département d'analyse de données. C'est-à-dire des gens, puisqu'on a un certain nombre de données qui sont remontées par nos outils informatiques, il faut qu'on puisse les utiliser pour pouvoir comprendre où sont les problèmes et analyser les données, aller chercher les fraudeurs. Il faut installer des compteurs totaliseurs par zone. Les compteurs totaliseurs, c'est des compteurs qui vont permettre de voir où sont situées les zones de fraude. Et c'est quelque chose sur lequel on travaille dès cette année. Il faut poursuivre et finaliser le déploiement des compteurs STS. Les compteurs STS, les compteurs en prépaiement, il faut qu'on continue à déployer ces compteurs, parce que ces compteurs nous permettent à terme de limiter les fraudes. Et il faut qu'on arrive à faire payer la consommation de l'administration publique. Parce qu'aujourd'hui, l'administration publique, les bâtiments de l'administration publique ne payent pas leur consommation. Et donc, c'est une difficulté supplémentaire pour nous. Et donc, il faut qu'on arrive à trouver une solution pour faire payer. Et donc, c'est les indications du forum. Si on fait un focus sur l'administration publique, c'est sur 2024 1 milliard de recettes non collectées par nous, et 2025 485 millions. Donc nous envisageons, et ce qui recommande le forum, c'est d'installer des compteurs STS, y compris sur les bâtiments de l'administration publique. Bien évidemment, on parle des bâtiments non critiques, on ne parle pas des hôpitaux.
pouvoir adresser tout ça, on a besoin de ressources humaines. Donc, qu'est-ce qu'on compte faire sur les ressources humaines? Donc, aujourd'hui, sur les ressources humaines, nous avons 1620 agents pour environ 130 000 clients. Ce qui veut dire qu'un agent Sonelec s'occupe de 80 clients. Et après, un exemple simple d'un pays voisin, la Tanzanie a 12 000 agents pour 5,5 millions de clients. Ce qui veut dire qu'un agent de la TANESCO s'occupe de 458 clients. Vous voyez que le ratio est assez préoccupant. Puisque chez nous, on a 5 fois moins de clients par agent. Est-ce que nos amis tanzaniens sont 5 fois plus productifs? Je ne pense pas. Je pense que les agents comoriens sont tout autant productifs, ce qui veut bien dire que nous avons un problème de sureffectif. À cela, vous rajoutez une masse salariale de 2 milliards à peu près. Le ratio masse salariale sur chiffre d'affaires est au-delà des standards, puisqu'il est de l'ordre de 20%, lorsque le standard est en dessous de 10%. On a donc un sureffectif d'à peu près 50%. En plus de cela, nous avons des profils qui ne sont pas en adéquation avec les postes. Ce qui conduit à un manque de productivité. Donc ce qui a été recommandé par le forum, c'est qu'il faut qu'on accompagne les ressources en trop vers de la reconversion. Et on doit former davantage les collaborateurs. Et donc nous envisageons la création d'un centre de formation Sonelec géré par la Sonelec. La feuille de route pour pouvoir faire ça, nous allons faire un audit organisationnel complet d'ici la fin de l'année. Ensuite, nous allons mettre en place des fiches de poste avec les objectifs SMART. Des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, qui soient réalistes et qui soient définis dans le temps. Nous allons mettre en place des évaluations annuelles, mettre en place, donc ça c'est prévu pour le deuxième trimestre 2026, mettre en place le centre de formation Sonelec, l'objectif c'est le premier trimestre 2026, mettre en place un plan de reconversion d'ici le deuxième trimestre 2026, un plan de restructuration et de réduction des effectifs qu'on espère pouvoir démarrer dès le deuxième trimestre 2026. Feuille de route financière. Est-ce que quelqu'un peut aller voir et demander l'arrêt des travaux là? Feuille de route financière. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau des finances? Aujourd'hui, la société Sonelec a une dette cumulée de 12 milliards. Et a une charge moyenne de 900 millions par mois. Et là, on n'a pas comptabilisé les salaires des gens. Donc, pour faire simple, il faut que la Sonelec
gagne 900 millions par mois pour fonctionner. Acheter le carburant, payer les salaires, acheter les pièces de révision, acheter les consommables des moteurs, et ainsi de suite. Donc, j'ai vu passer des articles qui louaient le fait qu'on fasse 1 milliard de chiffre d'affaires. 1 milliard de chiffre d'affaires, c'est l'équilibre. Lorsqu'on fait 1 milliard de chiffre d'affaires, on est juste à l'équilibre. Comment on fait pour sortir de cette situation? La priorité absolue, comme vous pouvez l'imaginer, c'est de se désendetter. Puisque 12 milliards de dettes, ce n'est pas soutenable. Et on ne peut pas développer la société dans cette situation. Donc, ce qui est envisagé aujourd'hui pour pouvoir nous désendetter, c'est avant tout une meilleure gestion des dépenses et une baisse de l'OPEX. S'ensuit la mise en place d'un protocole de gestion et d'apurement de cette dette. Ça va passer par la compensation des factures de l'État versus notre dette fiscale, par exemple. On doit aussi trouver une solution pour protéger la Sonelec des différentes saisies et ATD. Aujourd'hui, c'est un risque pour la production d'électricité lorsque on nous saisit nos comptes de manière sauvage, puisque nous ne sommes pas préparés à ça. Donc, nous devons trouver un mécanisme qui nous permet de payer notre dette sans être soumis à la menace des saisies et du blocage de nos comptes. Nous devons négocier la dette sociale. C'est des négociations qui doivent s'ouvrir avec l'État, négocier notre dette au RTC, et on espère un accompagnement budgétaire spécifique pour tout ce qui est lié aux révisions. On est encore et toujours en train de discuter avec différents bailleurs pour qu'ils nous accompagnent financièrement. Et enfin, nous envisageons de restructurer la dette bancaire à partir de fin 2026, puisque pour pouvoir envisager de restructurer une dette bancaire, nous devons d'abord démontrer notre capacité à faire du chiffre, d'accord, pour recréer de la confiance auprès des institutions bancaires. L'objectif étant également d'avoir un apurement de la dette fournisseur d'ici fin 2029. Le besoin global en financement, il est de l'ordre de 59 millions d'euros. Je vais présenter ici en euros puisque c'est un document qui avait été transmis à des bailleurs. C'est le besoin pour pouvoir rénover le réseau, aller vers une meilleure production thermique. C'est dire que le besoin est immense et la tâche qui est devant nous est complexe. Mais j'ai bon espoir qu'avec la volonté de chacun et le renfort du comité de direction et du conseil d'administration de la Sonelec et l'appui du gouvernement, nous serons en capacité de relever ce défi. Et relever ce défi, qu'est-ce que ça veut dire? C'est se donner des perspectives nouvelles. Et des perspectives nouvelles avec un business plan qu'on espère pouvoir dérouler et du coup augmenter notre chiffre d'affaires et avoir des perspectives de chiffre d'affaires de l'ordre de 17 milliards dès 2026 et ensuite une croissance en 2027, 2028 et 2029. Donc notre objectif, c'est d'avoir un résultat net positif dès fin 2026.
Pour pouvoir faire tout ça, nous avons besoin d'avoir une gouvernance de la société nouvelle, repensée. Cette gouvernance s'articule autour de plusieurs points. Le premier, c'est que ce qu'on vient de se dire là, cette feuille de route, il faut la rendre réelle. Il ne faut pas que ça reste uniquement des paroles. Donc, une première chose, c'est que cette semaine, il est prévu que l'ensemble du comité de direction et le middle management, les chefs de département, se réunissent pour prendre chaque point que je vous ai présenté là et la transformer en action concrète. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique? L'ensemble de ces actions va constituer les actions et les objectifs de tout le management de la Sonelec. Et le management de la Sonelec sera évalué sur sa capacité à dérouler le plan d'action issu de ce forum. Donc, on se donne les moyens de transformer ce que le forum a suggéré en quelque chose de concret qu'on peut dérouler pour qu'on puisse réussir la transformation de la Sonelec. En support à ça, nous allons recruter une personne dont le travail sera de s'assurer que cette feuille de route est déroulée correctement. Nous devons professionnaliser le conseil d'administration. Nous avons la chance d'avoir un conseil d'administration. Ce conseil d'administration doit reprendre la main sur cette feuille de route et doit être le garant que ce qui a été décidé sera effectivement ce qui sera fait. Un état des lieux des textes réglementaires applicables. Que ce soit les statuts, que ce soit les règlements intérieurs. Nous, quand je dis nous, c'est la Sonelec, le conseil d'administration, devons réviser l'ensemble des textes pour les mettre en conformité avec ce que l'on souhaite faire. Et enfin, une harmonisation des directions régionales par rapport à la direction générale. Les prérogatives des directions régionales et les attentes des directions régionales vis-à-vis des directions de la direction générale ne sont pas les mêmes lorsqu'on parle d'Anjouan, lorsqu'on parle de Ngazidja, lorsqu'on parle de Moélie. Eh bien, nous devons harmoniser cela pour garantir que la transformation que l'on envisage, c'est bien une transformation globale sur l'ensemble du territoire national. Donc ça, je vous ai présenté l'ensemble des mesures qui ont été recommandées par le forum pour transformer la Sonelec et dans la perspective de l'évolution et de la stabilisation de la fourniture d'énergie dans le pays. Je vais continuer avec la situation actuelle de la production et on procédera par la suite aux questions. Donc, où en sommes-nous sur la production? Donc la production actuellement, donc la situation actuelle à Anjouan. Donc à Anjouan, nous devions finaliser la révision d'un groupe d'électrogène supplémentaire. Cette révision a eu lieu. Ce groupe est actuellement de retour au réseau. Donc nous avons 1,2 à 1,5 MW supplémentaires disponibles en Anjouan. Ce qui nous permet d'avoir une couverture en soirée pour le nord, donc la zone de Wany de 100%, pour Moussa de 95%, pour le sud de 70%. Il y a des alternances encore. C'est-à-dire qu'en juin, il nous reste des difficultés et donc nous devons continuer à travailler pour pouvoir atteindre une alimentation pleine. Les prochaines étapes, ça va être des révisions supplémentaires qui sont attendues d'ici fin janvier. Nous avons déjà lancé la commande
avec une société française qui doit nous livrer théoriquement en décembre. Je dis bien théoriquement puisque c'est une livraison et un transport par voie maritime, donc nous sommes dépendants des bateaux, mais nous attendons les bateaux d'ici décembre pour pouvoir faire ces révisions. Une fois ces révisions effectuées, nous pourrons avoir une couverture de 100% à Anjouan. Un Gazidja, aujourd'hui, la situation actuelle, c'est qu'on peut couvrir 100% du Grand Moroni, 100% du Nord. Au Sud, nous avons toujours des difficultés puisque le groupe de Fougouni subit des pannes régulières. C'est un groupe vieux et nous ne prévoyons pas de le réviser puisque nous allons augmenter les capacités de production à Wadjou à travers des révisions. Donc à partir de, nous espérons que dès janvier 2026, nous aurons deux groupes supplémentaires révisés, plus la réparation des deux groupes endommagés depuis le mois d'avril. Ce qui voudra dire que nous aurons en soirée 1,5 MW de réserve, ce qui nous permettra de pallier aux urgences. La couverture de Moélie, aujourd'hui, elle est à 100%. Nous travaillons pour la maintenir à 100% avec la révision des groupes de Moélie. La situation actuelle du réseau. Le réseau, aujourd'hui, comme je vous disais, c'est le point dur. C'est là où nous sommes en difficulté. Ce que je vous présente ici, c'est le nombre de déclenchements par trimestre. Donc, les déclenchements, c'est les interruptions involontaires. C'est les interruptions qui sont liées aux défauts constatés sur le réseau. Ce qu'on voit, c'est que sur le premier trimestre, à Gazidja, on était à 218 déclenchements. À Anjou, on était à 504 et à Moélie, on était à 49. Donc ça, c'est sur 3 mois. C'est le cumul de 3 mois. Au deuxième trimestre, nous étions à 263 déclenchements. À Gazidja, 478 à Anjouan, 19 à Moélie. Troisième trimestre, nous avons pris des mesures pour pouvoir baisser ces déclenchements. Donc, élagage des arbres, modification de nos configurations de sécurité au niveau des centrales, et ainsi de suite. Donc nous sommes arrivés à 175 déclenchements à Gazidja, 373 à Anjouan et 24 à Moélie. Moélie connaît un rythme à peu près stable du nombre de déclenchements depuis qu'ils ont mis en place le nécessaire pour pouvoir stabiliser. On est aux alentours d'une vingtaine de déclenchements. La situation de la production versus la distribution. Alors c'est des grands tableaux un peu compliqués, je vais essayer de les simplifier. La dernière colonne, c'est la colonne qui vous intéresse le plus, c'est la durée des coupures programmées. C'est-à-dire cette colonne, la colonne qui est écrite durée des coupures programmées à Gazidja, à Anjouan et à Moélie. En janvier, lorsqu'on dit 498 heures, c'est-à-dire sur l'ensemble du mois de janvier, si on prend tout le territoire, quelle est la quantité d'heures de coupure programmées qu'ont pu observer les habitants? D'accord? Donc ça veut dire s'il y a une coupure à Fougouni, qu'il y a une coupure à Tsaweni, de 1 heure, on comptabilise qu'il y a 2 heures de coupure. Puisque c'est 2 personnes qui sont à 2 points spécifiques, différents, qui observent un arrêt. Donc on compte les 2. D'accord? Et ce qu'on observe, c'est que on a une baisse. Donc là, j'ai fait le graphique pour Gazidja, mais ce qu'on observe, c'est qu'il y a une baisse. On est parti d'à peu près 498 heures de coupure et on voit que on a
diminué en mars et en avril, ça a augmenté légèrement en mai et en juin. Ces augmentations, elles ont été dues au fait qu'au mois d'avril, rappelez-vous, nous avons 2 moteurs qui ont cassé. Eh bien, avec 2 moteurs en moins, on n'a pas d'autre choix que du coup de programmer des coupures, ce qu'on appelle communément des lestages. Par la suite, lorsque nous avons pu faire les révisions, c'est-à-dire à la fin de l'été, vous voyez que ça a diminué. La légère augmentation du mois d'octobre que vous observez, c'est dû aux difficultés que je disais sur le réseau. Nous injectons plus de solaire, ça nous oblige à faire plus de manœuvres. Donc, je pense que notamment ceux qui habitent qui sont alimentés par la centrale d'Itsamboni, ils le voient bien, on bascule les sources. Le matin, on alimente par Itsamboni, la centrale thermique de Itsamboni. Le soir, on bascule, on alimente, à partir de 6 heures, à partir de 8 heures, on bascule, on alimente par la centrale solaire, le Fumuni. Donc vous avez une coupure. C'est une coupure programmée, volontaire, pour pouvoir injecter le solaire. Donc on a plus de solaire disponible, donc nous avons besoin de pouvoir gérer ces sources et l'injecter. En juin, on a également une diminution de la durée des coupures qui est observable, et ce qui est normal puisqu'on a révisé un groupe supplémentaire, donc il y a 1,5 mégas supplémentaires de disponibles, donc on peut alimenter davantage de monde, donc moins de coupures programmées. À Moélie, ils ont des durées de coupures programmées, c'est des durées en général de maintenance à des heures creuses où il y a peu de gêne de la population. Parlons maintenant des compteurs STS, puisque c'est des compteurs qu'aujourd'hui nous déployons. La première chose, c'est comment on qualifie ces compteurs. C'est une question qui est récurrente. On nous pose la question, mais comment ces compteurs sont qualifiés? Donc, les compteurs, premièrement, sont calibrés en usine. C'est-à-dire que le fabricant a notre spécification, les caractéristiques du pays, et il nous envoie, avant de nous envoyer les compteurs, il vérifie que ces compteurs sont calibrés et adaptés à l'utilisation aux Comores sur notre réseau. Pour pouvoir s'assurer de ça, nous avons fait une mission en Chine avant de commencer à recevoir ces compteurs. Nous avons fait une mission en Chine, dans l'usine du fabricant, pour s'assurer justement qu'ils qualifiaient bien les compteurs avant de les envoyer. Mais on ne s'est pas arrêté là. Nous avons fait l'acquisition d'un banc de qualification que vous voyez là en photo, qui nous permet de tester les compteurs et de nous assurer qu'ils sont correctement calibrés. Donc, ce ne sont pas des compteurs qu'on a pris comme ça et qu'on met chez les gens sans se soucier de s'assurer qu'ils fonctionnent correctement. Ces compteurs, donc, qu'on appelle STS, il y en a 70 millions déployés dans le monde. Donc, c'est différentes marques. Mais la technologie de ces compteurs, il y a plus de 70 millions de compteurs dans le monde. Ici en Gazidja, pour les moins jeunes d'entre vous, en 98, il y avait déjà des compteurs de cette technologie qui étaient déployés par CEE. Par contre, pour pouvoir recharger, il y a besoin d'une plateforme, et la plateforme, elle a été mise à l'arrêt, et c'est pour ça que nous n'avons pas poursuivi l'expérience. Mais en juin, depuis 2015, ils utilisent la technologie STS. Le déploiement sur l'ensemble du pays, il a suivi le schéma suivant, d'accord, pour nous conduire à 43 000 compteurs déployés à ce jour. Vous voyez bien que nous n'avons pas commencé à déployer les compteurs la semaine dernière, ou il y a un mois, au moment où les gens nous ont dit « oui, mais l'électricité coûte cher ». Ces compteurs sont déployés
depuis octobre 2024. Et quand je dis ces compteurs, je parle des mêmes compteurs que ceux qui sont déployés actuellement. Le même modèle, la même marque, la même référence. Par contre, il y a un point intéressant, je pense. Si vous voyez ici, vous regardez la courbe. Si vous regardez la courbe de production de Gazidja notamment, la production, à partir de août, elle est stable. Avec un nombre de coupures qui a diminué. Autrement dit, depuis août, c'est-à-dire septembre, nous avons augmenté la durée de disponibilité de l'électricité. Donc les gens ont de l'électricité beaucoup plus disponible que les périodes d'avant où on avait plus de déclenchement. Donc, je pense que c'est important de garder ça en tête lorsqu'on parle des compteurs STS. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une alimentation qui n'est pas continue encore, malheureusement, on y travaille pour qu'elle devienne. Mais par contre, qui a atteint un niveau de stabilité non comparable avec ce qui se faisait avant. Et j'ai fini. Si vous avez des questions, elles sont les bienvenues. Oui. Bon, je vais prendre 3 questions, je réponds 3 questions et on passe au suivant. Et on fait une demi-heure. D'accord. Une autre question? Moi, c'est par rapport au compteur STS. Je dis que ces compteurs sont en commande depuis 2024. Ça veut dire que ça fonctionnait depuis 2024. Et on n'avait pas remarqué, les citoyens n'ont jamais réclamé que ces compteurs consomment beaucoup. Pourquoi maintenant les consommateurs qui utilisent ces compteurs disent toujours que ça consomme beaucoup, ça coûte de l'argent, on n'arrive pas à consommer les sommes qu'on charge? C'est par rapport à cette deuxième question, je te souhaite vraiment sur la fin. C'est juste une sonnette d'alarme. La population s'est exposée en danger. J'ai une photo, j'ai des vidéos. Des poteaux qui se détruisent, poteaux en bois, en 3 rotations. Donc, c'est l'occasion de représenter cette campagne pour aller sur place et protéger la situation. Il y a trois questions, je réponds, puis on passe au suivant. Là, on est déjà à 4.
Alors, effectivement, l'État nous finance. C'est indiscutable. Notre outil productif, les 10 derniers moteurs, c'est l'État, c'est le gouvernement qui les a achetés. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que ce n'est pas une situation normale. Nous avons beau être une société d'État, il n'est pas normal que nous ne soyons pas en mesure d'acheter nous-mêmes notre outil productif. Donc, puisque lorsque l'État est obligé de gérer en urgence l'achat des moteurs, c'est de l'argent qui ne va pas ailleurs. C'est de l'argent qui était destiné à l'éducation, à la santé. Donc c'est de l'argent qui est utilisé pour acheter des moteurs au lieu de faire autre chose. Et cette situation, elle doit changer. Elle doit changer. Et pour qu'elle change, il faut que la Sonelec puisse être autonome dans sa gestion et dans ses revenus. C'est une nécessité. C'est une nécessité pour l'État. C'est une nécessité pour le pays. Et comment on devient autonome? On devient autonome en s'améliorant dans sa gestion, bien évidemment. On devient autonome en réduisant les coûts de production. On devient autonome en facturant l'énergie que l'on vend, que l'on produit. Facturer l'énergie que l'on produit, ça passe également par facturer l'énergie qu'on produit et qui est consommée par les établissements publics. Il y aura effectivement une période pendant laquelle on va demander les deux. On va demander à ce que l'État paye ses factures, mais on va aussi leur demander de nous accompagner au niveau des révisions. Parce que nous ne sommes pas, vous imaginez bien, une société qui est endettée à hauteur de 12 milliards, qui a un plan de redressement. Nous ne pouvons pas, nous ne sommes pas pour le moment en mesure d'adresser tout le besoin. Le business plan que je vous ai montré, si vous voyez bien, notre objectif, c'est 17 milliards en 2026. D'accord ? À 17 milliards de chiffre d'affaires, on fait, je ne sais pas si vous avez vu, même pas 200 millions de bénéfices. D'accord ? Donc 17 milliards de chiffre d'affaires dès 2026. Et 17 milliards de chiffre d'affaires, c'est même pas 200 millions de bénéfices. Donc, nous ne pourrons pas, en 2026, assurer le prix des révisions qui vont venir en 2027. Donc, nous allons chercher d'autres solutions de financement. Elles peuvent être étatiques, elles peuvent être d'un bailleur, mais c'est notre travail au sein de la Sonelec de trouver une solution à ça. Donc oui, nous devons devenir autonomes avec comme objectif de ne plus dépendre d'injections de fonds étatiques pour pouvoir fonctionner. Le deuxième point, c'est est-ce que nous allons licencier? C'était ça votre question en fait. Il est évident, au vu de ce que je vous ai montré, que nous sommes en sureffectif. Nous sommes en sureffectif. 1620 personnes, c'est trop par rapport à l'activité que l'on a. Ce qui a été décidé, c'est d'accompagner les gens. C'est pas de virer les gens, mais d'accompagner les gens. D'accompagner les gens par différentes mesures. De reconversion notamment. Puisque une problématique simple, c'est qu'avec l'installation des compteurs STS, nous n'avons plus besoin que les personnes aillent faire les relèves d'index. Eh bien, toutes ces catégories socio-professionnelles, il faut qu'on les transforme pour faire autre chose. Eh bien, cette catégorie socio-professionnelle, on peut les transformer dans plein de choses. Pour moderniser le réseau, nous avons besoin d'installer ce qu'on appelle des IAT. Des IAT, c'est des automates qui permettent de piloter le réseau. Eh bien, il faut des personnes pour entretenir ça. Donc, il va y avoir de la reconversion, mais nous n'allons pas reconvertir tout le monde dans ces nouveaux métiers. Il y en a d'autres qui vont se reconvertir dans des métiers à l'extérieur de la Sonelec. Mais toujours accompagnés par la Sonelec.
La question suivante, c'est pourquoi les utilisateurs des compteurs STS se plaignent maintenant et pas depuis 2024. Notre analyse est la suivante. En 2024, comme vous avez vu, il y avait un nombre de coupures important. Il y avait une disponibilité faible de l'électricité. D'ailleurs, vous avez vu le slide. Jusqu'à janvier, février, nous avons continué à avoir une disponibilité de l'électricité qui était faible. Aujourd'hui, nous avons atteint un niveau de disponibilité de l'électricité qui est satisfaisant. Même si on souffre encore de beaucoup de déclenchements, nous avons un niveau de disponibilité qui est suffisant. Prenons un exemple simple. Lorsque vous couchez le soir avec votre ventilateur, avant, vous vous levez le matin, votre ventilateur il est éteint. Maintenant, quand vous vous levez, votre ventilateur il fonctionne toujours. Pendant toute cette durée, il a consommé de l'électricité. Et il en va de même pour le frigidaire, il en va de même pour le congélateur, il en va de même pour la lumière, l'eau balaze que vous avez laissée pour éclairer la route et les voisins. Tous ces dispositifs, avant, ils s'éteignaient. Et ils s'éteignaient parce qu'il n'y avait plus de courant. Là, maintenant, ils consomment l'électricité. Donc, il y a un effort réel à faire de gestion de la consommation par les utilisateurs. D'éteindre les équipements non vitaux. Donc ça, c'est, je pense, une des premières raisons. La deuxième raison, c'est que auparavant, on avait des problèmes sur les anciens compteurs. Les compteurs à disque, ils n'étaient pas relevés. Pour se dire la vérité. Nos releveurs ne passaient pas partout pour relever les index. Donc, les personnes ne payaient pas la consommation réelle. Ils payaient ce qu'on appelle un estimatif. Les compteurs à carte, c'est des compteurs qui sont arrivés en fin de vie depuis un certain temps, que nous n'avons pas changé. Donc il y avait des défauts sur ces compteurs-là, qui ne comptabilisaient pas la consommation réelle. Donc il y a un ensemble de circonstances qui font qu'aujourd'hui, on a une perception que c'est devenu cher. Mais les prix n'ont pas changé. Depuis 2022, les prix de l'électricité n'ont pas évolué. C'est 198 le kilowattheure et nous n'avons pas changé. Par contre, les utilisateurs consomment beaucoup plus. Puisque, vous l'avez vu, la disponibilité de l'électricité a très largement augmenté. Par contre, et ça c'est une réalité, et il ne faut pas se cacher, l'électricité dans notre pays est chère. C'est indiscutable. Mais il est cher pourquoi? Il est cher parce que il coûte cher à produire. Aujourd'hui, on le produit à 350 francs et on le vend à 198. Donc même à 198, on perd de l'argent à chaque kilowattheure qu'on le vend. Une fois qu'on a fait ce constat, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on travaille à la Sonélec pour justement augmenter la part de solaire, puisque ce qui coûte le plus cher, c'est le thermique, c'est la production à partir du thermique. Si en augmentant notre part de solaire, nous allons pouvoir arriver à un prix de revient, à un prix de production plus bas. Et lorsque nous saurons arriver à ce prix de production équilibre de 198, on pourra envisager
de modifier et de moduler le prix du kilowattheure vendu. Donc, oui, le tarif est élevé, mais il est élevé parce que nous produisons une électricité qui coûte extrêmement cher à produire. Mais nous travaillons à trouver des solutions et nous espérons que l'augmentation de la part de solaire fera baisser les tarifs de l'électricité d'ici 2 ans. Pour les poteaux en bois, nous avons 225 poteaux, 237 poteaux en situation critique. 237. Ce qui nous empêche aujourd'hui de tous les changer, c'est des problèmes de trésor. Mais la problématique, elle est connue, elle est identifiée, et nous y allons à la vitesse que nous permet l'argent disponible. Quand je vous disais qu'il faut 1 milliard par mois pour faire fonctionner la Sonélec, c'est notamment pour pouvoir assurer ce genre de choses. La maintenance des poteaux, changer les câbles, et ainsi de suite. D'autres questions? Monsieur? La suite, sur la révision. Comme je l'ai récemment pour faire une présentation, par exemple, la révision, il va acheter les sécurés. Parce que dans le planning, il va acheter à moi 2026 ou 2026. Et ce qu'on va se faire à mon carnet, c'est mon carnet de planning, c'est que les affaires. Parce que là, on a dit, acheter mon nom de réponse. Parce que nous devons sécurité. Parce que nous devons avoir choisir pour le là, on va dire, soit c'est la zone d'ail. Nous allons dire la réalité. Est-ce que c'est la zone d'ail? Je ne pas formation, après, on va y aller. Les agents de la côté, souvent, ils doivent sur le terrain, sur la porte du bureau. Donc, on va faire de sur le gasoil, à où, de contrôler les eaux résidents. Parce que c'est la même type de les agents, vous avez dit, de 24 mois. Donc, on doit avoir un résident, on a déjà ça, on va trouver le problème de la exemple. Une autre question? Oui. Mimi ambaye proposition sur la cause. Abasaino wakati wa hali ambao kwa alafu ndo tunda ambaye obtention sibiri mala yesokana nga banadamu abasaino kwa tudo wenjeza nyumbani na watu wenjeza wao nyumbani. Donc iba amoneze hazi za lenizi de conflika ya zunji iba kama jazifikiri babi olivo abahemize a presque abasaino les haute tension qui a subi a mweze nyumba. Donc wenjeza nyumba kwa sutra za alors, sur les révisions, en fait un moteur, lorsque vous l'achetez, il est révisé pratiquement chaque année. Par contre, ce n'est pas les mêmes types de révisions. La première révision, c'est une révision dite partielle. Donc, on change quelques pièces, à peu près une trentaine de pièces. Même 24 pièces. Ensuite, l'année suivante, on a une révision dite intermédiaire, qui coûte 2 fois plus. Et l'année d'après, on a une révision générale. Et les révisions qui ont été programmées, elles sont de différentes natures. Sur 2025, nous avons fait essentiellement nous avons fait des révisions intermédiaires et révisions générales. Parce que c'est des moteurs qui ont été achetés, déployés depuis un certain temps. D'accord? Ce qui était prévu comme à être révisé en 2025 a été révisé. Ça a été révisé. Il reste 3 révisions qui étaient planifiées au mois de décembre. Les pièces sont déjà commandées. On espère qu'on n'aura pas de problème de transport et qu'elles vont bien arriver à la fin de ce mois, au début décembre, pour qu'on puisse faire ces révisions au mois de décembre. Okay. Les révisions qui sont prévues en 2026, c'est essentiellement des révisions partielles, c'est-à-dire les 10 groupes qu'on a reçus en février 2025, en mars
et avril 2026, il faudra faire une révision partielle de ces comptes. Aujourd'hui, ces révisions, en termes de budget, c'est couvert. Nous avons le budget nécessaire pour faire les révisions des 10 groupes qui ont été livrés en 2025, en 2026. Le problème va se poser en 2027, où ces groupes-là, ce ne sera plus une révision partielle, mais une révision intermédiaire qu'il faudra faire, dont le coût est le double, voire 2 fois et demi la révision partielle. Donc on se prépare maintenant pour un problème qui va survenir en 2027. Il faut se préparer maintenant, parce que vous avez vu la quantité d'argent qu'il faut, donc il faut qu'on se prépare, qu'on cherche une solution maintenant, pour justement éviter de tomber dans le problème en 2027. Concernant les compteurs, est-ce que c'est les personnes qui posent, est-ce qu'il y a un problème de formation ou est-ce que le compteur surconsomme? Alors, les personnes qui sont en train de poser les compteurs sont les personnes qui ont été formées pour poser les compteurs. Donc on n'a pas pris des gens qui jusque-là faisaient du droit au service RH pour aller poser les compteurs. C'est pas ça qu'on a fait. Donc c'est des gens qui ont été formés pour ça. Donc ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que le compteur, il est dit intelligent parce que lorsqu'on le pose et qu'il y a un défaut, il s'allume et il indique: vous avez mal branché, vous avez un problème de phase. C'est pour ça qu'il est intelligent. C'est parce qu'il indique les défauts. Il y a un facteur, par contre, que peut-être les gens oublient ou n'ont pas reçu correctement l'information. C'est que les personnes qui avaient des dettes à la Sonélec, sur un compteur à disque, voire même des dettes sur un compteur type TP1, TP2, parce que au moment où il a changé de compteur, on ne lui a pas donné sa facture de résiliation, il n'a pas payé sa facture de résiliation. On avait 2 moyens de traiter le cas. Soit on bloquait la personne, et on forçait la personne à venir payer sa dette avant de lui changer son compteur, soit on prenait la dette, on la positionne sur le compteur, et donc à chaque fois qu'il recharge, on lui prend une partie de sa recharge pour payer sa dette. Nous avons fait le choix de ne pas bloquer nos concitoyens, mais de positionner les dettes sur les compteurs. Donc il faut que tout le monde se rappelle que si vous aviez une dette, elle est positionnée sur votre compteur. Donc lorsque vous venez charger 10 000 et que vous avez une dette, ce ne sont pas 10 000 que vous rechargez, puisque vous payez votre dette. Et on ne parle pas de 4 ou 5 personnes. Le dernier statut qu'on a fait, c'était 4 000 personnes, avec une dette positionnée. Et c'était 4 000 en retard. Donc, je ne sais pas, peut-être 6 000 ou 7 000 personnes, avec une dette qui est positionnée. Donc c'est important que nos concitoyens demandent, lorsqu'ils vont charger, où est-ce que j'en suis au niveau de ma dette, pour qu'ils sachent en fait. Est-ce que les 10 000 qu'ils mettent pour charger, c'est 10 000 de crédit, ou est-ce qu'il y a 7 000 de crédit et 3 000 de dette? Est-ce qu'il y avait une communication sur ça? Alors, comment? Ça dépend de votre niveau de dette. Ça dépend de votre niveau de dette. Parce que c'est un échelonnement du montant de dette. Quelqu'un qui a 300 000 de dette, il ne va pas payer la même chose que quelqu'un qui a 25 000 de dette. Donc ça dépend du niveau. Et on a eu...
Il a demandé si on a fait une communication. C'est qu'aujourd'hui, c'est le client qui s'engage. C'est-à-dire, on ne positionne pas automatiquement, mais plutôt c'est un engagement que le client signe. Il accepte. Mais si le client a su qu'une fois qu'il va charger, alors je voudrais juste, voilà, je voudrais juste tempérer. Voilà, je voudrais juste tempérer parce que c'est pas tous les clients qui sont passés signer. Donc il y a des clients qu'on a positionnés sans qu'ils sachent. Mais on a jugé qu'il était beaucoup plus pertinent de faciliter le paiement de ses dettes en les positionnant sur les compteurs plutôt que de forcer quelqu'un à sortir 40, 50 000, 60 000, 100 000, voire même 300 000, et donc le laisser dans une situation où il ne peut pas avoir d'électricité. Parce que il y a aussi le fait que ces dettes accumulées relèvent d'un index non traité. Donc c'est normal que nous, la Sonélec, on fasse des facilités de paiement pour que les personnes puissent bénéficier de l'électricité malgré le fait qu'ils aient des dettes. Dans les localités qui utilisent l'énergie solaire. Ah, pardon, il y avait juste une dernière question, c'était sur les câbles. Bouger les câbles haute tension. Alors, pour faire ce travail, il faut que la personne se manifeste. Nous n'envisageons pas une refonte complète du réseau pour augmenter la hauteur des câbles. Ça, c'est pas possible. En termes de coût, juste pour vous donner un ordre d'idée, on veut juste changer un câble entre Itsambuni et Mdé. C'est 1 kilomètre. 12 millions. 12 millions. Et on veut le changer parce que justement le câble est trop petit pour la puissance. Et du coup, cette zone, il y a tout le temps des déclenchements répétitifs. Et bien juste ce petit tronçon, c'est 12 millions. Et là, on ne change que le câble. S'il fallait changer la hauteur, c'est-à-dire changer les hauteurs de poteaux, changer les portants, donc c'est inenvisageable. Par contre, si un usager est confronté à une situation de danger, je l'invite à venir ici faire une réclamation et nous traiterons cette réclamation avec une étude et nous verrons dans quelle mesure nous pouvons bouger et on verra financièrement comment on s'arrange avec la personne. C'est par rapport aux localités qui utilisent l'énergie solaire. Oui. Est-ce que le kilowatt coûte moins cher par rapport à celle que vous produisiez avant ou c'est le même prix? Parce que vous aviez dit un jour que le prix va peut-être changer pour ceux qui utilisent l'énergie propre. Autre question? Oui. La question, c'est jibu la hangu jibu la shikomori masible welo amba ni Zambia. Swala la hangu kwanza ni jue sababu ndini ikamrungu ufalme wa recharge mboka na ujua utia imbago yalo niyo shavo mpaka 3000 hera. D'accord. Autre question? D'accord. Alors, il n'y a pas de localité qui utilise le solaire. Je vais peut-être mal expliqué. Je me suis peut-être mal expliqué. Il y a des centrales solaires qui sont implantées dans des localités, d'accord? Mais cette énergie, elle n'est pas destinée uniquement à la localité qui a donné le terrain. D'accord? La centrale de Metsameuli n'appartient pas à Metsameuli. La centrale de Ouachili n'appartient pas à Ouachili. La centrale de Fomboni n'appartient pas à Fomboni. Nous avons utilisé des terrains de ces localités pour pouvoir construire des centrales qui sont utilisées sur l'ensemble, dont l'énergie est utilisée sur l'ensemble du territoire. D'accord? Donc, le prix du solaire est effectivement plus bas que le prix du thermique. C'est un ratio d'à peu près 2,5 à 3. Ça coûte 2,5 fois moins cher aujourd'hui de faire du solaire que du thermique.
Donc, si on arrive, et on va y arriver, j'ai confiance dans notre capacité à pouvoir mener ces projets au bout, à produire plus de solaire. Il va y avoir une centrale à Demambouane, il va y avoir une extension à Ouachili, il y a une centrale qui est prévue à Wani, à Anjouan. Donc, il y a une centrale qui est prévue à Fomoni, à Moélie. Donc, lorsque toutes ces centrales seront en service, nous pourrons diminuer la production thermique. Aujourd'hui, avec l'utilisation de Ouachili, au lieu de faire tourner 3 groupes à Wadjou, on en fait tourner 2. Donc l'énergie qui est produite à Ouachili, elle n'est pas utilisée que à Ouachili. Elle arrive à Moroni, elle monte dans le nord et ainsi de suite. Donc l'objectif, c'est de produire plus avec le solaire, d'utiliser moins de moteurs. Lorsqu'on utilise moins de moteurs, eh bien forcément, on achète moins de carburant. D'accord ? Il faut savoir qu'en février, on était, en mars, on était à 663 millions par mois de carburant. 663 millions. Donc, vous pouvez imaginer ce que ça représente en termes de charge. Donc, l'idée, c'est de pouvoir baisser notre consommation en carburant. Lorsqu'on baisse notre consommation en carburant, on baisse le coût d'exploitation, on baisse le prix auquel on fabrique l'électricité. Et à ce moment-là, on peut réfléchir à baisser le prix auquel on vend l'électricité. Concernant la question, pourquoi il y a un minimum? Je vous laisse le choix, soit je réponds en français, soit je réponds pas. Donc, dites-moi, parce que je ne serai pas en capacité de répondre en commentaire. Donc dites-moi comment vous souhaitez procéder. D'accord. Alors pourquoi il y a un minimum? Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous rechargez, que ce soit via STS ou que ce soit via la carte, nous avons des coûts d'infrastructure. C'est-à-dire que nous dépensons de l'argent pour pouvoir faire fonctionner ce système. Donc, lorsque vous faites une opération, vous coûtez de l'argent à la Sonélec. Donc c'est pour ça qu'on impose un minimum pour pouvoir utiliser le système. C'est un peu comme lorsque vous payez avec Mvola, vous avez des frais qui sont pris. Ben, là, c'est pareil. À part que nous, on ne prend pas de frais, mais on s'assure qu'au moins, l'argent qui est utilisé, ça couvre le coût à l'hôpital. On a fait 37 minutes. Est-ce que vous avez, allez, on va dire 2 dernières questions? Ou sinon, on s'arrête là. Très bien. Merci beaucoup du déplacement. Je peux enlever tout ça? Pardon?